Bonjour, Jérémy Dittner. Donc, je suis agriculteur au sud de l'Alsace, entre Mulhouse et Belfort, pour ceux qui se situent. Je peux déjà commencer les éléments, on va dire, de contexte. On va essayer de les balayer assez vite. On est dans une zone, donc par rapport à la plaine de l'Alsace, on n'est pas sur la plaine de l'Alsace, on est plus au sud, donc plutôt des collines, avec une pluviométrie plutôt conséquente, 950 mm, mais il faut savoir la gérer, c'est-à-dire que dans nos sols, l'hiver, on est toujours en lutte contre les problématiques d'hydromorphie. Et puis à l'inverse, l'été, on souffre souvent du sec. C'est la trouée de Belfort, la topographie autour qui fait ça, quoi. Donc dans les sols, on est sur des limons très battants, surtout essentiellement des lemmes dégalcifiés. On a des parcelles qui sont à plus de 90% de limons blancs battants. Donc sortie d'hiver, les voisins qui labourent avec herse rotative, c'est des chapes liquides qui vous éblouissent, quoi, hein. C'est ça le type de sol qu'on a. Avec parfois des parties plus leuciques, où là on a du répondant un peu différent, c'est des sols qui réchauffent un peu mieux, avec des taux de matière organique assez faibles. Donc dans le cursus, vous voyez, mon père avait arrêté déjà le labour à la fin des années 90. Il avait arrêté, 10 ans avant, il avait arrêté l'élevage. Les tracteurs avaient grossi, 4x4 sur les tracteurs, cabine, on allait labourer pas forcément dans les bonnes conditions, de plus en plus profond. Bon voilà, des taux de matière organique qui étaient tombés en dessous de 1, 1,5. Aujourd'hui, sur la ferme, on est nouveau autour de 3% de matière organique. Donc mon père avait arrêté les labours dès fin des années 90. En même temps, il avait déjà entrepris une démarche de réduction de l'utilisation des pesticides. Début 2000, il a commencé à remettre des couverts végétaux. Dans les années 2010, il avait il a recommencé à mettre des composts de déchets verts. Moi, je me suis installé en double activité en 2014 et on a converti la ferme sur 2017 et 2018, les dernières parcelles. Et depuis 2019, on utilise, donc on voulait maintenir le non-labour, toujours l'utilisation de ces couverts. Et donc on a essayé de chercher un peu des techniques où on pouvait maîtriser tout ça en continuant en ABC, quoi. Et c'est là qu'en est venue l'utilisation des compostages de surface avec l'utilisation de ferments, l'utilisation des tés de compost, et on verra, donc on est dans des systèmes où on fait du SD quand c'est possible, ou du travail du sol, donc plutôt SD là où c'est plus facile, des blés derrière des cultures de printemps, hein, notamment des blés derrière soja, c'est relativement facile à faire, à la condition que vous n'avez pas trop de vivaces. Dans les matériels de semis, on a un semoir Claydon, donc c'est une dent fissuratrice avec derrière, on sème sur une bande de 10 cm, ça nous laisse 20 cm entre si on veut pouvoir biner. Et pourquoi la dent fissuratrice? Parce qu'on a des sols très limoneux, et qui dit très limoneux dit peu de stabilité structurale, avec des sols qui ont tendance à reprendre en masse naturellement au cours de l'hiver, excès d'eau, le froid. Et d'autant plus, dès qu'on tombe dans des taux de matière organique assez faibles, ça se fait vraiment naturellement. On passe totalement en hydromorphie, en anaérobie. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même d'aider nos sols, de les accompagner quand même toujours avec un petit travail d'une dent. Dans nos systèmes de culture de printemps, on utilise le compostage de surface et on n'hésite pas non plus aussi à fissurer en injectant aussi nos ferments derrière la dent pour stabiliser un peu les micro-fissures, avec l'idée de réduire de plus en plus cette utilisation au fissurateur. Ce que je n'ai pas dit aussi dans notre ferme, on a aussi en culture, vous voyez, on a des céréales, mais on a des pommes de terre, des carottes, des courges, on a des légumes de plein champ, quoi. Donc, qui ont parfois aussi un effet un peu sur la structure de sol, hein. C'est des cultures qui peut-être qui sont parfois un peu plus impactantes que la céréale. Voilà un peu pour le... Donc pas d'irrigation, hein, dans ces sols-là. Et donc nos leviers système, c'est vraiment les couverts végétaux. Notre objectif, c'est d'avoir un sol toujours couvert et toujours avec du verre. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours d'injecter des exudats racinaires dans le sol pour pouvoir nourrir l'activité biologique du sol. Et donc on travaille finalement très peu avec des paillages carbonés. Ça, on le laisse, c'est finalement souvent nos résidus de culture qui ont cette fonction. Mais dès lors qu'on a découvert, on essaye d'avoir des retours de photosynthèse et on les détruit à des moments où ils ont quand même assez de sucre encore dans les feuilles pour pouvoir permettre le développement des ferments dans le sol. Diversification des cultures, hein, on a de plus en plus de cultures, on rallonge de plus en plus les rotations. On utilise des tés de compost, les compostages de surface avec les ferments. Et parfois, comme François, on fait pâturer aussi certains couverts avec des moutons. L'idée, c'est aussi de diversifier au maximum nos approches. Quand on voit le matériel, on n'a pas de règles de base. On essaie de travailler au maximum sur la diversité de notre sol, sur la diversité des couverts qu'on met.
Et l'idée, c'est aussi de travailler sur la diversité, même dès lors qu'on doit faire une intervention, de ne pas toujours faire les mêmes choses, de ne pas répéter les mêmes choses, et vraiment d'être dans une approche diversifiée. Du coup, on rajoute aussi pas mal de haies aussi aux bordures de nos parcelles. Voilà. Euh, alors là, c'était juste. Désolé, les photos sont un peu petites. J'ai vraiment pris la présentation qui était faite de base. J'aurais pu faire plusieurs diapos en fait. C'était vraiment. Là, il y avait une diapo où on nous demandait de présenter ce qu'on rêvait de faire, et là, on rencontre parfois des obstacles. Et je reviens un peu sur la présentation de François avec justement ces semis là de trèfle. On peut faire des super choses. Parfois, certains printemps, ça marche très bien. On sème un trèfle dans le blé, on moissonne, et puis derrière, on a un tapis de trèfle qu'on peut faucher plusieurs fois, qu'on peut vendre à un éleveur ou revaloriser sur la parcelle. Et puis, après vient la destruction. Alors, déjà au printemps, ça marche de moins en moins bien chez nous de semer des trèfles. Ce qu'on arrive à faire, c'est parfois de les semer plus tôt, en même temps que le semis de la céréale. Ça marche pas trop mal la première année si vous choisissez bien vos espèces, c'est pas trop concurrentiel. Là où on a des échecs souvent, c'est quand on repart sur une deuxième paille et qu'on ne sait pas maîtriser finalement les repiquages. On a des sols qui sont très très sensibles au repiquage. On a voulu détruire quand même notre trèfle à l'automne, et finalement il repique, il a tout le temps de l'hiver pour se remettre en place. Et c'est souvent finalement pas du trèfle qu'on a implanté dans la culture, mais des cultures pérennes des années antérieures qui viennent finalement concurrencer et prendre le dessus sur la céréale, ou alors obliger à faire des séparations tout de suite à la récolte pour ne pas avoir un lot de blé qui chauffe avec rempli de luzerne par exemple. Donc ça, c'est un peu les échecs qu'on a rencontrés et qu'on essaye de... Donc souvent quand on vient avec une deuxième paille, on a en fait en stratégie de couvert aussi, on a une diversité de choix. Souvent maintenant, je préfère mettre des trèfles et quitte à sursemer un seigle encore à l'automne dans le trèfle après. Mais quand je sais que je sors d'une culture d'hiver pour repartir sur un maïs au printemps, mais quand je sais que j'ai deux cultures d'été qui vont, deux cultures d'hiver qui vont se succéder, j'aime autant miser sur un couvert d'interculture courte que je vais semer vraiment entre guillemets au cul de la batteuse, quoi, pour donner toutes les chances de lever. On a quand même des sols qui sont assez profonds, donc on se laisse quand même souvent des possibilités de réussir des couverts en choisissant bien les espèces, et repartir tout de suite sur une céréale, mais pas forcément devoir gérer des trèfles qui peuvent facilement repiquer dans la céréale suivante. Voilà, ça c'est principalement les échecs qu'on a eus. Et dans les réussites que je vais vous présenter, je vais aussi pouvoir vous présenter des échecs, parce que parfois dans une même parcelle, des choses, on a fait les mêmes choses, ne se passent pas de la même manière, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc dans notre système, on est sur un système où là je vais vous présenter le cas d'une culture de printemps, comment on fonctionne. Donc soit on a déjà un couvert, une luzerne par exemple qui est en place, ou une luzerne qui était sous un blé, qu'on va un peu soit déranger déjà à l'automne, soit carrément tout de suite semer un seigle dedans par exemple, ou alors on a des couverts d'été, des doubles couverts qu'on peut faire parfois, ou des couverts qu'on sème, on retarde légèrement le semis quand même à l'été pour qu'il puisse passer l'hiver, et on détruit à chaque fois nos couverts au printemps avant de mettre un maïs par exemple, à partir du 15-20 avril, ou voire plutôt même parfois début mai. Dès que les conditions sont bonnes, qu'on a des bonnes conditions de ressuyage, on va éliminer le couvert tout en injectant, tout en pulvérisant là, nos ferments. Donc c'est ce que vous entendez souvent parler des EM et des micro-organismes efficients. Alors vous voyez, on a des gros volumes de biomasse, et donc l'idée c'est d'organiser, de faire ce qu'on appelle un compostage de surface, c'est-à-dire que c'est d'organiser rapidement toute cette matière verte qu'on met dans les 5 premiers centimètres du sol, de la composter rapidement et de contrôler un peu ces processus de dégradation pour les entraîner plus vers de la réorganisation de tous ces minéraux libres, vers des processus d'humification, et donc pour derrière obtenir de la fertilité. Alors ce que je n'ai pas dit dans les éléments de contexte, ça veut dire que depuis 2018, on se passe totalement de fertilisation exogène, à part de temps en temps quand il y a un collègue qui emmène des moutons sur une parcelle, mais je veux dire, ça reste quand même très, très rare. Les seuls amendements qu'on fait encore, c'est pour rééquilibrer un peu les éléments chimiques dans notre sol, parce qu'avoir une bonne structure physique d'un sol demande aussi d'avoir des équilibres chimiques qui soient en place. Donc on peut faire des amendements à la marge par rapport à ça, mais sur tout ce qui est stratégie NPK, on apporte notre apport de NPK, finalement, c'est le couvert, c'est la capacité à le réorganiser, c'est finalement notre activité biologique
essayer de la rendre la plus forte possible pour qu'elle puisse reminéraliser au fur et à mesure des besoins de la culture de manière plus importante. Alors ça marche très bien sur les cultures de printemps, on a des super retours de fertilité. C'est sûr que dans nos sols froids, parfois sur les cultures d'hiver, eh ben, nos variétés de blé qui ont tendance à se précocifier, eh ben, parfois elles démarrent un peu trop tôt au printemps par rapport à ce que notre sol est déjà capable de fournir en termes de reprise d'activité biologique. Mais du coup, on a tendance un peu à précocifier nos semis à l'automne, vu qu'on a des automnes de plus en plus favorables, ou déjà commencer un peu de talage sur la fin de l'automne, début d'hiver, pour ne pas être trop pénalisé sur le talage, parce que chez nous, les sorties d'hiver sont souvent couplées à des forts vents d'est, et donc des températures ressenties assez fraîches, et donc les blés ne démarrent pas, quoi. Bon, là, je reviens au maïs. Donc là, c'était par exemple en juillet 2010. Alors là, bon, les années, il ne faut pas trop. C'est juste, j'ai mis des photos de couverts à l'automne 2019, au printemps 2019. Là, par exemple, le maïs que vous voyez, les parcelles, c'est. Mince, j'ai appuyé. Voilà, c'est des parcelles que vous voyez. C'est juillet 2019, donc c'est après le couvert du printemps 2019. Et en fait, c'était bien parce qu'on avait le voisin à côté qui avait semé à 3-4 jours d'intervalle en même temps. Et on voit derrière, on a déjà eu un mois de juin très sec, et les différents comportements du maïs par rapport à cette technique qu'on utilise. Donc lui était en 100% fertilité minérale, hein, c'est un voisin en conventionnel. On voit que son maïs décrochait déjà au niveau hydrique. Et voilà, on voit qu'au mois d'août, on fait des cultures. Là, c'est des maïs qui ont fait plus de 100 quintaux sans apport. Alors bien sûr, il y avait de la biomasse, il y avait un seigle avec une luzerne dedans, hein, donc... mais voilà, sans apport, il fallait maîtriser le binage. C'est maïs qu'on a semé fin mai, début juin. Et par exemple, sur l'autre, les maïs de août 2020, vous voyez, j'ai mis culture réussie vs culture ratée. En gros, ces deux maïs, en fait, ces deux photos sont prises à peu près à une centaine de mètres d'écart dans la même parcelle où il s'est passé les mêmes choses. On a fait les mêmes interventions. En fait, la seule différence, c'est que le sol dans la parcelle était un peu plus hétérogène, et la partie où le maïs est très beau, où là, pareil, on dépasse des potentiels de 100 quintaux, on avait, pendant tout le printemps, une haie qui protégeait des flux de vent de nord-est. Et donc le sol, quand on se promenait dans la parcelle, il y avait toujours 3-4 degrés de plus. Et en gros, quand on a semé, nos sols étaient déjà suffisamment prêts, l'activité biologique était déjà suffisamment forte, et elle a su tamponner en fait l'excès des minéraux qu'on a engendrés avec des minéralisations qu'on a engendrées à travers notre travail du sol, par la réintroduction du couvert dans le sol. Et dans l'autre partie, qui était beaucoup plus exposée au vent, bah, le sol a mis 2-3 semaines de plus. Et en fait, finalement, pour bien gérer ces situations-là, dans nos sols blancs, en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on décale nos dates de semis. Et dès lors qu'on décale nos dates de semis, ça se passe relativement bien. Alors on est un peu plus sensible au stress hydrique, mais on a quand même des sols profonds qui permettent de tenir des stress hydriques. Et donc ça se passe plutôt relativement bien, quoi. Voilà, c'est juste pour vous expliquer l'importance de la compréhension aussi de l'activité biologique et de son rôle qui va vous permettre finalement de contrôler, de contrôler aussi la partie sur les adventices, quoi. Et donc nous, notre action, en fait, on n'a pas vraiment alors on laboure plus nos sols parce qu'ils sont très sensibles au labour. Mais après, sur le travail du sol, il n'y a pas vraiment de dogme. Mais en fait, l'idée, c'est de voir si on fait un travail, on le sait, à un moment qu'on va entraîner une perturbation, à quel moment je le fais pour que mon sol récupère le plus vite de cette perturbation. Et je dis toujours, une perturbation mécanique, finalement, c'est un instant T. Parfois, elle vous permet même, chez nous, dans des sols qui sont repris en masse, de remettre un petit peu d'air dedans, de les faire reprendre, de les sortir de cette anaérobie. Et c'est une perturbation à l'instant T. Alors que quand on intervient avec des engrais de synthèse ou de la chimie, eh ben on a une perturbation diffuse longue sur nos écosystèmes du sol et qu'on ne sait pas forcément, on ne sait pas à quel moment elle va s'arrêter, sur combien de temps elle va durer. Alors que c'est vrai que le travail du sol, alors bien sûr, il faut le faire toujours dans des très bonnes conditions. Nous, on essaye aussi de faire des travaux du sol seulement dans des périodes très favorables à l'activité biologique pour que rapidement, qu'il y ait une forte résilience et que rapidement, ça reprend ses droits, quoi. Et avec les ferments lactiques qu'on utilise, donc on va avoir beaucoup de bactéries lactiques, on voit très rapidement, une fois qu'ils sont appliqués, que très vite revient des champignons, on revoit des filaments de champignons et tout, et ça recolonise assez vite malgré la perturbation qu'on va pouvoir faire avec notre fraise. Alors avant, j'ai entendu François là, avec la fraise. Nous, c'est vrai, ce qu'on fait souvent, on passe la fraise, et avant de semer,
juste le jour où, avant du semis, on repasse un petit coup de vibro et après on sème, quoi. Alors, à vous montrer, c'était juste pour imager ce qu'on arrive à faire entre un sol à gauche, traité en traditionnel, et ça, c'est des sols qui ont été semés à la même date, ils ont dû être semés 2-3 jours avant, quoi. Vraiment les différences qu'on arrive à obtenir juste en remettant du carbone dans notre sol, quoi. Et l'année d'après, après la récolte de ce blé, on a semé, le hasard a fait qu'avec le voisin, on a semé nos couverts quasiment en même temps. Et c'était pareil, c'est-à-dire que le couvert, il a pu lever dans notre situation que de l'autre côté, ben en été, quand l'humidité est un peu limitante, eh ben, il n'y avait quasiment pas de couvert, il était quasiment absent de la parcelle. Dans les perspectives, hein, et ce qu'on essaye sur la ferme, donc je vous ai parlé de thé de compost, je vous ai parlé des ferments, la façon dont les appliquer, hein, donc on les utilise souvent à la destruction d'un couvert pour vraiment contrôler cette réorganisation en fait, du couvert. Et je voulais aussi surtout l'illustrer, alors on a les grandes cultures, mais là on voit vraiment une application, c'est aussi sur la partie légumes, où en fait maintenant ça fait depuis 2019, je crois depuis 2019 en pommes de terre, on a fait 0 cuivre, genre si on en a fait 0,5, en 2021 on a fait une demi-dose de cuivre, et sinon on n'a pas fait de cuivre. En carottes, on n'a jamais fait de traitement. En potimarron, bon, il n'y a pas trop de soucis. En céleri, on n'a jamais fait non plus de traitement. On n'a jamais utilisé de seed. En fait, on travaille juste avec des thés de compost, les ferments et des extraits fermentés de plantes. Alors, j'ai pas la prétention, genre, je suis un simple agriculteur qui essaye de valider une approche globale, qui essaye d'observer beaucoup. Après, aujourd'hui, je n'ai pas fait de protocole parce que je n'ai pas le temps humain, genre, j'ai pas de moyens humains de le faire, ni le temps, ouais, pour valider vraiment des protocoles, dire est-ce que c'est l'extrait fermenté, est-ce que c'est le thé de compost. En fait, on essaye par ces approches de ramener de la diversité. Et en fait, c'est par cette diversité, en gros, toutes ces techniques vont ramener des micro-organismes au niveau de la parcelle. Et c'est en fait de faire progresser le microbiote du sol et de faire augmenter la relation sol-plante, et aussi de favoriser au maximum l'autofertilité. Et ce qu'on a, parce que tous nos légumes, on les commercialise en circuit court, hein. Et là, on a vraiment des gros retours aussi, c'est sur finalement le goût de nos produits. Et en termes de rendement, on est vraiment pas déconnant par rapport aux collègues qui font de la pomme de terre bio avec beaucoup de viande de poule ou mes voisins. On échange souvent et on est sur des rendements globalement. Alors eux, ils ont parfois des rendements bruts un peu supérieurs, mais nous, on se rend compte qu'on a souvent, en rendement commercialisé, on est mieux en termes de qualité de stockage. On a moins de dépérissement, moins de pourrissement au stockage. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on arrive à faire aussi tout ça, des légumes avec 0 ferti NPK et 0 seed grâce à ces techniques. Genre 0 seed, on a quand même utilisé un peu de cuivre en 2021 pour sauver la récolte de pommes de terre. Merci beaucoup, Jérémy. C'est déjà Des la fin. légumes avec un maximum de goût. Julie, tu vas faire une petite phrase de conclusion, s'il te plaît. Merci. Oui, bonjour à tous, Julie Gall de Bio Grand Est. C'était simplement pour vous dire, en complément du groupe ABC que Johan a présenté rapidement, depuis 3 ans, on a initié des formations sur l'ABC, avec notamment un partenariat fort avec la plateforme Ecosystème et la venue de Nicolas Courtois sur tout le Grand Est pour des formations modules de base ou des formations complémentaires sur les couverts végétaux. Et s'il y a d'autres, évidemment, thématiques à travailler, il ne faut pas hésiter à faire remonter les idées. Merci. Jérémy et Julie, bravo, merci beaucoup.